Je suis frappé de ce que nous vivons en ce moment dans le champ des politiques du handicap, pour parler simplement. Ce que nous vivons en ce moment fait revivre, fait réapparaître une dissociation, le mot est peut-être pas très bon, un paradoxe que j'observe, et j'allais dire dont je fais l'expérience, dont j'ai fait l'expérience depuis 30 ans, que je suis, j'allais dire à la fois que je vis ces réalités et que je m'investis dans ce champ. Et alors, ce paradoxe, c'est ça ce que je voudrais partager avec vous en introduction ce matin, il est très profond, et il tient à ce que la vie avec un handicap, la vie en situation de handicap, ça renvoie simultanément à deux choses, dans une tension qui peut être assez douloureuse, à la fois l'affirmation d'une identité revendiquée, je dirais en tout cas au moins assumée par la personne qui la vit ou par les proches de la personne qui la vit, et qui du coup attendent de la société qu'elle reconnaisse aussi cette situation, qu'elle ne soit pas aveugle, et qu'elle la reconnaisse comme une situation différente des autres, en l'accompagnant avec des mesures d'aide, de compensation spécifiques. Et puis aussi, en même temps, d'un autre côté, le désir tout aussi profond de la même personne, que la société cesse de la regarder uniquement à travers sa situation de handicap et de la qualifier tout de suite toujours par ce mot. Et ce mot dont on aimerait presque alors qu'il disparaisse pour de bon avec tout ce qu'il véhicule d'exception au droit commun. Donc ce paradoxe d'un handicap qui est toujours terriblement identitaire pour la personne qui la vit et son entourage, et en même temps très très loin de l'identité véritable. Ou si vous voulez, le paradoxe d'une sorte de tension entre le besoin de reconnaissance de la différence, que la société reconnaisse la différence, et en même temps qu'on n'en fasse pas socialement une différence. Voilà. Et c'est cette tension qui se vit, alors ça c'est peut-être un peu plus léger, mais à l'intérieur d'un autre paradoxe, c'est un paradoxe qui se vit à l'intérieur d'un autre paradoxe, qui est l'accélération et même assez vertigineuse, des changements de concept, des changements de représentation dans le champ du handicap. Je dis que c'est un paradoxe parce que d'habitude on dit plutôt que ce sont les représentations et les cultures qu'on a le plus de mal à faire bouger. Et j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, je tourne vers Madame Echliman, mais enfin vous le connaissez comme moi, le schéma autonomie du département 2019-2023, et j'ai pas de doute que beaucoup de choses n'auraient pas du tout été écrites de la même manière, de la même façon, ne serait-ce qu'il y a 10 ou 15 ans, au moment où on écrivait la dernière grande loi touchant au handicap, donc la loi de 2005. Tout ce qui est, et dont Jean-René Louba parlera tout à l'heure, parcours, plateforme, dispositif, quand on y pense, tous ces mots, beaucoup d'autres, je ne vais pas les citer tous, n'étaient pas dans les textes. Et même les notions n'étaient pas vraiment dans les esprits. Et pas davantage que tout ce qui tourne autour du concept de société inclusive. Alors évidemment, je pense à l'engagement du département dans la démarche nationale territoire 100% inclusif. Et du coup, le paradoxe, d'ailleurs, s'agissant de cette société inclusive, le paradoxe dans le paradoxe, mais enfin je vais m'arrêter là, je m'arrête au troisième paradoxe. Le paradoxe dans le paradoxe, c'est que c'est le côté, comment dire, un peu trop inclusif de ce mot inclusif. Je veux dire, il se faufile à peu près partout. On a de l'école inclusive, de l'emploi inclusif, de l'habitat inclusif. Bon, c'est un pavillon un peu large, généreux. Et du coup, il y a un risque que sous ces vocables consensuels, on ne repère pas suffisamment tôt certains points de divergence qui se perpétuent ou qui sont en train de naître. Voilà. Et je pense ce matin à deux mouvements différents qui sont, je crois, simultanément présents dans toutes les transformations en cours et qui, si on ne les identifie pas et qu'on ne les réconcilie pas, peuvent déboucher un jour sur des crispations, sur des blocages. Voilà. Et en France, ce sont hélas des choses qui arrivent. Voilà. Sûrement moins dans le Bas-Rhin. Bon. Le premier mouvement, la première attente des personnes, et ça s'était exprimé avec force au moment des travaux du rapport Zéro sans solution en 2014, c'est évidemment l'aspiration à une plus grande continuité
plus grande sécurité du parcours de vie. Alors attention, parcours de soins, parcours de santé, parcours de vie, derrière toutes ces expressions qui sont d'ailleurs nées dans le champ sanitaire, il n'y a pas du tout l'idée d'imposer aux gens des itinéraires soignants ou des itinéraires sociaux. L'objectif d'une approche de parcours, c'est de s'adresser d'abord aux professionnels. Il faut que les différents professionnels, soignants, sociaux et même administratifs, qui ont à connaître des différents épisodes d'une trajectoire de vie, quelle qu'elle soit, mais surtout si cette trajectoire est complexe, travaillent en assurant pas simplement la qualité de chacun de leurs actes à eux, pris séparément, mais aussi la qualité de tout ce que l'addition de tout ça va donner sur la trajectoire de vie prise dans son ensemble, vue d'en haut ou plutôt vue de la personne elle-même, puisque c'est elle qui a une vision globale de tous les intervenants. Et donc ça veut dire qu'il ne suffit pas de bien faire ce qu'on fait, il faut bien sûr, mais il ne suffit pas de bien faire ce qu'on a à faire, il faut aussi que ça arrive au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard, ni jamais, bon, et avec les bonnes conséquences sur la situation globale de la personne. C'est ça l'approche de parcours. Et donc le premier point sur lequel va se faire la différence entre l'optimisation d'un parcours global, c'est pour ça qu'on parle de parcours, et puis ce qu'aurait été l'optimisation isolée, technique de chacun des gestes des différents professionnels impliqués, eh bien, le premier point sur lequel se fait la différence, c'est évidemment les ruptures de parcours. Et en 2014, nous avions montré qu'on ne pouvait pas se contenter, face à ces ruptures de parcours, de la réponse trop simple, enfin je dis trop simple, simple si on a les budgets qu'il faut, qui consisterait simplement à installer plus de places partout pour tous les profils de personnes envisageables. Parce que ce qui crée la rupture de parcours, ce n'est pas seulement un manque de place, mais c'est aussi l'incapacité des places à évoluer ou à être soutenues ou à passer le relais lorsque les personnes qui les occupent changent dans leurs aspirations, dans leurs capacités, dans leur situation de santé, dans leur situation sociale. Et donc, la simple course à plus de places, ça laisse toujours des gens de côté, ça laisse toujours des gens à côté des places lorsque les places sont rigides. Et même, je dirais, la rigidité augmente même le risque de voir se multiplier des ruptures. Et donc, dans une logique de parcours, l'effort financier doit avoir pour but de rendre, comment dire, le dispositif d'accompagnement le plus couvrant possible sur un territoire. C'est une approche territoriale. Et pour prendre une image un peu sommaire, le but d'une approche de parcours, c'est de resserrer la maille du filet pour que personne ne passe au travers du filet. Et pour resserrer la maille d'un filet, on peut bien sûr créer des nœuds supplémentaires dans le filet, je veux dire on peut ouvrir des établissements nouveaux, mais on doit d'abord, surtout, tendre plus de fils entre tous les nœuds qui existent déjà, je veux dire installer un maximum de liaisons entre les structures qui existent, et puis installer, créer, pas seulement, mais ça a été dit tout à l'heure et vous le savez très bien, et c'est le contenu même de la démarche engagée ici depuis 3 ans, installer pas simplement de l'hébergement traditionnel, mais aussi des structures de liaison, d'appui renforcé, d'accueil séquentiel, temporaire, d'équipe mobile, etc. Et donc, et aussi d'arriver à faire travailler ensemble, en système, au fond, en système d'accompagnement global, l'ensemble de ces dispositifs sur le territoire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut, dans une approche de parcours, substituer un décompte de nombre de places en mesure du nombre de réponses. C'est tout simplement pour ça. Des réponses qui prennent appui, bien sûr, sur l'existence de places, mais qui ne s'y résument pas. Alors, vous voyez que c'est cette logique de parcours, cette première grande logique qui a inspiré beaucoup de réformes des dernières années. Je ne vais pas les reprendre toutes, mais en isoler quelques-unes voilà, qui vont vous parler et qui me permettront de me faire comprendre. Par exemple, tout ce qu'on a fait dans le décret de mai 2017 sur la nomenclature simplifiée des établissements et services, c'est cette idée. L'idée profonde. C'est de permettre aux ressources professionnelles, humaines, techniques d'un établissement d'être mobilisées pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles savent faire, y compris à titre temporaire ou à titre d'appui à d'autres structures, et pas seulement au nom de l'étiquette qu'on a collée à l'établissement dans lequel elles sont.
Ou encore, bien sûr, tout ce qui est dispositifs intégrés, qui sont entrés maintenant dans le Code de l'action sociale, comme les ITEP, les CESAD, parce que là encore, c'est assurer la gestion coordonnée de plusieurs structures en facilitant le passage de l'un à l'autre. Vous connaissez ça. Ou encore, toujours dans ces logiques de parcours, les PCPE, les pôles de compétences et de prestations externalisées. Je dirais même de manière générale, et là aussi Jean-René Loubin en parlera, tout ce qui est logique de promotion des structures d'appui, logique de plateforme, et évidemment le reflet budgétaire de toutes ces approches globalisantes qui est la généralisation des CEPOM. Voilà. Tout ça, ça s'inscrit très logiquement dans une structure de parcours parce qu'il s'agit de garantir la continuité de la réponse aux besoins, la continuité du parcours, avec une approche qui est fortement structurée sur un plan territorial. À la limite, alors là je sors un peu de l'épure normale des logiques de parcours, on pourrait aller jusqu'à penser ça comme une sorte d'organisation d'un service public territorial. Alors, le mot n'est pas très bon parce qu'il ne s'agit pas d'en faire une administration. Mettons un service d'intérêt général de l'accompagnement des situations de handicap sur le territoire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que en approche de parcours, les financeurs, donc ARS, département et les autres financeurs, parce qu'il peut y avoir d'autres intervenants de deuxième rang, mais ARS et département en premier chef, ont à conduire un dialogue financier avec les offreurs de services. C'est la logique même. En leur demandant de proposer, là encore, sur chaque territoire, soit par la diversité de leur offre à eux, soit en collaboration, des dispositifs intégrés. La maille bien organisée, bien serrée. Voilà. Ça, c'est le premier mouvement en termes de transformation de l'offre. Et ça a été dit, et vous le savez, ça bouscule déjà pas mal les habitudes de travail. Et du coup, ça les bouscule au point qu'on oublie qu'il y a un autre petit séisme qui est caché par ce premier séisme, petit, mais qui est d'une inspiration complètement différente et qui s'est déployé à peu près au même moment. Et cet autre séisme, c'est la revendication, comment dire, que les personnes, je ne dirais pas qu'une revendication d'accès aux droits communs, je dirais plutôt une revendication du respect des libertés fondamentales. Et je le dis parce en plus à Strasbourg, qui est siège de la Cour européenne des droits de l'homme, on ne peut pas rater ça. Bon. Revendication des libertés fondamentales. Je m'explique. En même temps qu'on demande, on se demande quels sont les besoins de parcours d'une personne en situation de handicap, qu'on lui propose avec elle, pour elle, l'accompagnement sans rupture. On doit en même temps se demander si elle n'a pas d'abord et avant tout les mêmes droits que tout le monde. Bon. C'est un peu comme ça d'ailleurs que résonne l'approche, de manière un peu abstraite évidemment, la Convention des Nations Unies de 2007 sur les droits des personnes handicapées. Mais on peut l'illustrer de manière beaucoup plus immédiate et concrète dans la suppression par la loi de programmation pour la justice du 23 mars dernier, ça ne vous a pas échappé, du fameux article L5 du Code électoral, autrement dit, le fait qu'on donne accès au droit de vote pour toutes les personnes, qu'elles soient ou non sous tutelle. Et je crois qu'on ne voit pas assez. Alors, on a conscience de cette montée de l'aspiration au respect des libertés fondamentales pour tous. Libertés fondamentales qui, par construction, ne font pas exception du fait que vous êtes vieux, jeune, homme, femme, handicapé, pas handicapé. La liberté fondamentale, elle vous saisit comme citoyen. Bon. Et donc, elle court-circuite complètement votre situation de handicap. Sauf que on ne voit pas attention, on ne fait pas assez attention, on ne voit pas assez que cette revendication de l'exercice des libertés fondamentales, il n'y a pas que le droit de vote, il y a toutes les autres libertés citoyennes de circuler, de s'exprimer, de s'associer, il y a toute une série. Eh bien, et c'est plus que des revendications, c'est le cœur même d'un projet démocratique. Ça a aussi des conséquences sur la transformation de l'offre. La transformation de l'offre d'établissements et services. Et des conséquences qui ne vont pas spontanément dans le même sens que ce que je viens de dire sur les parcours, les opérateurs polyvalents, l'organisation territoriale des services. Pas spontanément. Et pour me faire comprendre, je vais prendre un exemple parmi d'autres, mais qui est assez déflagrateur pour que les choses soient lisibles, c'est l'exercice des libertés fondamentales dans le logement. La première logique, la logique de parcours,
parcours de vie. Ça doit consister à apporter une réponse en matière de logement, qui doit être d'abord le gîte et le couvert, comme on dit, hein, mais aussi un logement adapté, qui permet d'assurer les gestes de la vie quotidienne. Alors, on équipe le domicile ou on trouve une place en établissement. Bon. Et de cette façon, on a garanti la continuité du parcours en mobilisant tous les droits sociaux de la personne. Mais qu'est-ce qu'il en est de ces libertés fondamentales? Et la première d'entre elles, hein, le respect de la vie privée. Alors on dit, juriste dit la vie privée et familiale. Ben pour ça, il faut que l'endroit qu'on habite puisse être investi comme un lieu privé, comme un chez-soi. Comme un chez-soi. Un chez-soi, comme celui dans lequel vous allez rentrer, nous allons rentrer, vous et moi, ce soir. Bon. C'est un droit fondamental, parce que c'est un droit fondamental qu'on puisse, l'endroit où on habite durablement, puisse être un domicile. On n'imagine pas qu'on pourrait vivre durablement dans un endroit qui n'est pas son domicile. Et soit dit en passant, d'ailleurs, l'opposition sémantique qu'on fait encore souvent entre orientation ou vie en établissement et orientation ou vie à domicile a une sonorité un peu scandaleuse, hein, en sonorité. Ça. Bon. Et donc le respect du droit au chez-soi, ça veut que le lieu où on habite n'impose par lui-même, en tant que lieu d'habitat, aucune contrainte sur les heures d'entrée, les heures de sortie, les gens qu'on y reçoit, l'heure où on se couche, qu'est-ce qu'on y mange, etc. etc. Bon. Et puis à ça s'ajoutent d'autres libertés fondamentales, hein, d'aller et venir, d'avoir une vie relationnelle, associative, qui font que dans un logement, on ne doit pas seulement être logé, on doit pouvoir habiter dans tous les sens du terme. Et habiter, pas simplement, je ne sais plus comment s'appelle la rue ici, rue du Quartier Blanc, je sais pas, à Strasbourg, je n'ai pas simplement habité en ayant ma position GPS à cet endroit, mais habiter Strasbourg, enfin, habiter le quartier. Habiter le quartier, ça veut dire j'y connais mes voisins, mes commerçants, enfin j'y vis, quoi. J'y vis. Et alors vous voyez où je veux en venir. Bon, cette liberté d'activité, d'aller et venir, du chez-soi, du rythme de vie, c'est terriblement compliqué à mettre en place dans le jeu de contraintes des établissements médico-sociaux. En raison des normes qui s'imposent sur les activités de restauration, sur la blanchisserie, les contraintes de sécurité des ERP, et puis aussi à raison de tout ce que ça impose, où ça exigerait comme flexibilité dans les plannings, la complexité d'organisation, les coûts. Alors, je ne dis pas que le statut médico-social crée par lui-même des obstacles insurmontables à ce qu'on appelle maintenant de plus en plus l'approche domiciliaire. Il y a des tas d'exemples, il y a des exemples que je connais, vous en connaissez plus que moi, mais j'en connais en Alsace, qui montrent clairement que c'est possible. Bon, il y a des établissements qui arrivent à s'étendre dans un réseau, j'imagine que certains d'entre vous ici le font, d'appartements voisins pour permettre une vie plus autonome, ou une transition tremplin, comme on dit, vers une vie plus autonome. Il y a des établissements qui s'organisent pour permettre aux résidents de choisir plus le déroulement de leur journée. Il y a des établissements même qui permettent de recevoir et même quelquefois de loger des parents de passage. Bon, c'est possible, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il suffit de voir la complexité qui s'attache à des projets qui visent simplement à permettre à des résidents de pouvoir prendre de temps en temps leur repas dans leur chambre. C'est très compliqué. Et c'est très souvent dérogatoire en termes budgétaires et administratifs. Et puis surtout, là où ce sur quoi je veux mettre le doigt, pour faire bien comprendre, c'est que la logique intrinsèque d'expression des droits individuels, des droits fondamentaux, ça pointe spontanément, naturellement, vers une organisation de l'offre qui est assez différente de ce qui découle de ce que je disais tout à l'heure, de la logique de parcours. D'abord, premièrement, ça n'a pas besoin d'être aussi territorial et organisé. À la limite, l'intégration de réponses globales par un même opérateur peut même apparaître comme une restriction à la liberté de choix. Bon. Deuxièmement, le financement n'a plus du tout besoin, n'a plus du tout de raison d'être un échange entre les financeurs et les opérateurs gestionnaires autour d'enveloppes globales. C'est beaucoup plus logique, dans une logique de droits fondamentaux, d'expression de liberté fondamentale individuelle, chaque individu reçoive ses propres prestations, l'AH pour les ressources, la PCH pour la compensation, des aides au logement, l'assurance maladie pour la santé, et puis avec ça, il fait les choix qu'il veut. Et du coup, plus du tout besoin d'avoir des orientations en CDAPH. Et c'est envisageable, puisque c'est comme ça qu'on dépense depuis 1945, aujourd'hui,
plus de 200 milliards d'euros pour l'assurance maladie et qu'on assure l'accès au système de soins de tous les Français. Vous êtes en assurance maladie, vous êtes solvable à titre personnel, en tant qu'assuré social, puis vous allez voir le médecin que vous voulez, vous allez voir l'hôpital que vous voulez, et il n'y a pas de CDAPH pour vous orienter. Et donc, au risque d'être un peu caricatural, hein, je cherche là à faire une opposition pour faire comprendre, hein, mais je voulais vous faire réaliser ce matin que la transformation de l'offre, elle est soumise aujourd'hui à deux poussées tectoniques. Il y a une qui est peut-être un peu plus technique, un peu plus institutionnelle du coup, un peu plus d'organisation des parcours, d'optimisation territoriale, de réponse coordonnée, mais plutôt l'accent sur l'offre, sur les offreurs. Et puis une autre qui est plutôt la primauté des droits individuels, qui est plutôt centrée sur la demande de se voir reconnaître des libertés de droit commun. Et avec les risques symétriques de part et d'autre. C'est-à-dire que le risque que l'environnement sécurisé du milieu protégé, bien organisé, isole un peu de la vie sociale ordinaire, et puis, à l'inverse, le fait que l'indépendance individuelle dans le milieu social ordinaire, qui est assez peu accueillant, se traduise en pratique par un supplément d'exclusion. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faut arriver à réconcilier ces deux approches. Je pense que cette opposition, que j'ai volontairement présentée de manière un peu tranchée, hein, pour me faire comprendre, pour vous en faire prendre conscience, elle doit être absolument dépassée. Mais il faut en avoir conscience. Il faut la nommer, parce qu'elle est présente dans les esprits, parce qu'elle sous-tend quand même beaucoup de débats, quelquefois de mauvais débats, autour de la question de la désinstitutionnalisation, ou autour des différents scénarios de la future tarification, le fameux séraphin des établissements médico-sociaux, à la personne ou à l'établissement. Bon. Et puis surtout, elle donne l'impression, et c'est ça qu'il faut dépasser, qu'il s'agit peu ou prou de choisir. Choisir entre le droit citoyen, d'aller vers le droit commun, l'habitat ordinaire, ou comme l'ordinaire, l'école ordinaire, l'entreprise ordinaire, le milieu de travail ordinaire, mais au risque de perdre toutes les protections que toute l'histoire du champ médico-social a permis de conquérir. Ou alors on conserve un haut niveau de protection et de soutien, mais tout au long du parcours, mais, ce que je disais tout à l'heure, au prix d'un confinement dans un secteur spécialisé, de l'intérieur duquel on regarderait la vraie vie sociale comme derrière une vitre, hein, parce qu'on ne serait pas complètement dedans. Et alors la réaction qui vient à l'esprit, c'est de se dire il faudrait trouver un compromis, il faudrait placer un curseur quelque part, hein, entre le tout inclusion sans protection et le tout protection sans inclusion. Voilà, trouver un équilibre qui concilie un peu les deux. Ben non. Non, je pense que ça c'est une mauvaise voie. Ça, c'est une mauvaise voie parce que ça repose sur une vision qui est fausse. Tout simplement parce que ce n'est pas possible de placer un curseur entre deux termes qui ne sont pas de même nature. On ne peut pas placer un curseur entre un objectif et un moyen. L'inclusion dans la vie ordinaire, je veux dire, alors j'aime pas tellement d'ailleurs le mot inclusif, enfin, je refuse pas de l'employer, mais c'est difficile aujourd'hui. Hein. Mais bon, si vous me permettez, je dirais avoir une vie relationnelle et une participation sociale la plus dense possible. Voilà, évidemment, c'est un peu plus long. Avoir une vie relationnelle, une participation sociale la plus dense possible, ce que tout le monde souhaite. Tout le monde. Pour une personne vulnérable, mais comme pour tout le monde. Ça, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Et la protection de la personne vulnérable, c'est le moyen qui permet d'atteindre cet objectif. Et il ne s'agit évidemment pas de placer le curseur ou de trouver un compromis entre les deux. Ça n'a pas de sens. En revanche, tout l'enjeu, c'est d'arriver à apporter à ceux qui sont les plus vulnérables toutes les protections qui leur permettent non pas de les protéger pour les protéger, mais de les protéger pour leur permettre d'avoir une vie personnelle, relationnelle, sociale, la plus riche possible. C'est très important. Ça a l'air très simple comme ça, mais c'est très important de voir les choses comme ça. Et donc le projet d'un établissement, c'est pas du tout d'assurer la sécurité de ses résidents. La sécurité, c'est son devoir. Mais le projet, c'est l'épanouissement personnel, social. Exactement comme dans une famille, pour ceux d'entre vous
qui avez des enfants, vous savez que le projet de parents, c'est pas d'assurer la sécurité des enfants. Le projet, c'est de leur permettre le plus d'ouverture, le plus de découverte possible, en restant en sécurité. En restant en sécurité. Il faut bien réfléchir à ça, parce qu'on confond souvent, et je dirais pas seulement les professionnels, mais d'ailleurs très souvent les familles. Les familles, les proches des personnes en situation de handicap, les personnes en situation de handicap elles-mêmes. S'agissant des proches, moi j'en fais partie, donc j'en prends ma part, je sais très bien. On confond souvent l'objectif et les moyens, en toute bonne foi. Alors que la seule question à se poser, c'est est-ce que la protection du milieu protégé est effectivement orientée, non pas pour renoncer à des tas de choses, mais pour pouvoir au contraire rendre possible des choses qui spontanément ne l'étaient pas. Et ça consiste à renouer avec les fondamentaux du champ médico-social. Les fondamentaux. Lorsque, j'allais dire, pas 100 ans, parce qu'il n'a pas 100 ans, le champ médico-social structuré en tant que tel. Enfin, on pourrait remonter à 100 ans. Mettons, il y a 50 ou 60 ans, l'esprit d'institution qu'aujourd'hui on regarderait comme trop fermé, voire même un peu asilaire, c'était de constituer l'enveloppe protectrice dans laquelle, face à un milieu ordinaire qui n'était pas bienveillant du tout, cette enveloppe protectrice, c'était le moyen de déployer le maximum de vie sociale et relationnelle qui était envisageable à l'époque. Et heureusement, la société a changé. Le maximum de l'époque est devenu plutôt aujourd'hui le minimum. Et les cas dans lesquels la mise à l'écart institutionnelle représente la meilleure manière de préserver le plus de liens sociaux possible sont devenus très rares. Ils peuvent exister, mais ils sont très rares. Et donc la fidélité à l'esprit fondateur du médico-social, ça veut que chaque institution maintienne ce qui doit être son seul objectif, permettre, grâce à la protection qu'elle apporte, le maximum d'expression de soi et de participation à la vie sociale. Au sein de l'institution d'abord, par des transformations, on en parlait tout à l'heure, de la manière d'organiser la vie des résidents, mais désormais aussi largement à l'extérieur de l'institution, pour la simple raison que c'est à l'extérieur de l'institution, dans l'environnement alors de droit commun, associatif, sportif, culturel, mais aussi de travail, d'enseignement, que se trouve évidemment le plus grand réservoir d'interaction sociale. Et c'est pour ça que quand on me parle de désinstitutionnalisation, je l'entends personnellement que comme une désinstitutionnalisation de projet, mais pas comme une désinstitutionnalisation de statut. Et autrement dit, alors pardon de réutiliser toujours la même formule, mais une démarche qui ne doit pas conduire à fermer les établissements, mais à les ouvrir. Alors je mesure très bien quand je vous dis ça, ce que tout ça peut entraîner comme difficulté. J'en ai déjà dit un mot tout à l'heure, c'est d'autres organisations, et ça a été dit aussi par Madame Eschliman tout à l'heure, c'est d'autres organisations, d'autres compétences, d'autres manières de travailler, plus de moyens aussi. Parce qu'il faut en général plus de moyens pour sécuriser une activité extérieure qui sinon aurait été risquée que pour sécuriser en évitant toute activité extérieure. Bon. Donc je ne sous-estime pas les freins. Mais, et alors je voudrais pointer ce point-là parce que ça on le dit jamais et on ne le fait pas, c'est aussi un horizon nouveau pour tous les professionnels et les équipes médico-sociales. Et je voudrais m'y arrêter quelques instants. Je voudrais m'arrêter quelques instants parce que ça aussi, c'est très important. Ça fait le lien, vous allez voir, ça fait le lien avec beaucoup d'autres concepts. De la même manière que la protection n'est pas un but en soi, le droit commun pour tous, c'est pas un but en soi. Le droit commun, je veux dire, au risque de se placer certains en situation d'échec, c'est pas un but en soi. Le but, je répète, c'est que chacun accède au plus haut niveau possible de qualité de vie personnelle et d'interaction sociale. Voilà. Et si l'accompagnement dans le milieu ordinaire n'est pas suffisant, je veux dire, si l'établissement hospitalier de droit commun n'a personne qui peut parler le langage des signes quand se présente une personne sourde, si le club de foot de droit commun n'a personne qui sache correctement interagir avec un jeune déficient intellectuel, et je pourrais multiplier les exemples, ben le but il n'est pas atteint. Et donc, il ne peut pas y avoir d'ouverture du champ médico-social sur le milieu ordinaire sans une profonde et simultanée mise à niveau du milieu dit ordinaire.
Et les institutions et les professionnels du champ médico-social devraient pouvoir y participer en développant davantage qu'aujourd'hui, une offre de services à l'égard de tous ces environnements de vie ordinaire, pour leur apprendre comment vivre, comment se comporter avec des collègues, des amis, des adhérents, des voisins, des camarades de classe qui ont un handicap et qui sont différents. Pas pour transformer ses collègues et ses voisins en accompagnants, c'est pas ce qu'on leur demande, mais simplement pour qu'ils puissent être des entourages intelligents et bienveillants. Je dis quelquefois, le nouveau cap, le nouvel horizon du médico-social, c'est de devenir du médico-sociétal. C'est-à-dire pas simplement faire du social en s'adressant aux personnes vulnérables elles-mêmes, mais d'intervenir aussi en direction de ceux qui, dans la société ordinaire, doivent acquérir le minimum de savoir-faire comportemental. Une offre de service à l'égard de ces entourages-là. Et si on veut que ça se fasse, il faut pouvoir le payer. Et c'est un volet qui est aujourd'hui totalement absent de la réflexion sur la nouvelle tarification des établissements et services médico-sociaux. Voilà, pour ça que je voulais en parler. Plus largement, on doit s'interroger sur la façon dont les politiques publiques, je dirais, non spécialisées, par exemple de l'urbanisme, du logement, on en a parlé tout à l'heure, des transports, peuvent chacune dans leur domaine prendre le relais des protections qui sont apportées par les politiques du handicap. Je ne veux pas parler des questions d'accessibilité, hein, attention. Jusqu'à présent, c'est par le biais du concept d'accessibilité, dans tous les sens du terme, accessibilité physique, cognitive, sensorielle, bon, que s'est posée la question de savoir comment les politiques de droit commun pouvaient saisir les questions de perte d'autonomie, avec tous les débats qu'on connaît bien sur le coût que ça représente, les différentes manières de garantir l'accessibilité, etc., etc. Bon, je ne reviens pas là-dessus. La question de l'accessibilité est une question fondamentale. Non. Moi, j'ajoute autre chose, qui est de se demander, dans ces différentes politiques sectorielles, si on ne pourrait pas glisser des mesures de compensation ciblées sur les situations de handicap, pour permettre, c'est toujours la même idée, hein, de créer dans le milieu ordinaire, dans les commerces ordinaires, dans les administrations ordinaires, dans les logements ordinaires, des entourages humains, des environnements physiques qui soient accueillants. En complément, faisons un rêve, de l'offre de services nouvelles qui pourrait émaner du champ médico-sociétal. C'est le principe de la place GIC, hein, ce dont je vous parle là. Il n'y a rien de plus dérogatoire au droit commun qu'une place GIC. Et en même temps, il n'y a rien de plus nécessaire qu'une place GIC à la présence des personnes en situation de handicap dans la vie urbaine, dans la vie ordinaire urbaine. Et une place GIC, ce n'est pas de l'accessibilité. C'est une mesure de compensation, c'est une mesure ciblée. Hein. C'est une mesure ciblée qui est portée par la politique du stationnement urbain. Voilà. Et on pourrait prendre des tas d'autres exemples. Très concrètement, pour faire état d'une question qui se pose aujourd'hui à Jacques Wolfrom et à moi-même, dans le cadre de la mission sur l'habitat inclusif que le Premier ministre nous a confiée, qu'est-ce qui, dans la politique de logement social, et du coup ça on se tourne aussi vers les collectivités publiques et notamment les départements et leurs offices HLM, pourrait être pensé pour favoriser spécifiquement la présence de personnes en situation de handicap dans les aides à la pierre, les règles d'attribution des logements, les aides au logement, etc. Dans des parcours résidentiels de droit commun. Donc il faut glisser des prestations protectrices dans une politique de droit commun si on veut qu'elle soit inclusive. Voilà, j'espère vous avoir convaincu du coup que, correctement envisagée, la problématique de protection des personnes vulnérables ne s'oppose pas au droit commun. Elle est au contraire une condition d'accès au droit commun. Mais on se heurte alors, et je vous rassure, maintenant c'est ma conclusion, à deux obstacles redoutables. Et c'est pour ça, d'ailleurs, redoutable parce que je n'ai pas la réponse, c'est pour ça que je les mets en conclusion. Bon, ça renvoie la réponse à ceux qui parlent après moi. Le premier obstacle redoutable, c'est que si on veut faire bouger, non pas simplement l'intérieur du secteur médico-social, mais aussi, et grâce à lui, la société tout entière, la vie sociale tout entière, si on veut, alors je peux le dire ici dans le Bas-Rhin,
être un territoire 100% inclusif, alors c'est tout ou rien. Je veux dire, on ne peut pas être un territoire 50% inclusif ou 70% inclusif. On ne peut pas avoir, mais vous l'avez dit, Madame Echlima, on ne peut pas avoir des salles de spectacle accessibles ou des cinémas adaptés, et puis des transports urbains pour s'y rendre qui ne le sont pas. Bon. On ne peut pas avoir des logements inclusifs dans un urbanisme qui aurait complètement négligé les espaces de vie, les commerces accessibles. Donc en matière d'inclusion sociale, la force de la chaîne, c'est toujours la force du maillon le plus faible. Il faut avoir cette réalité à l'esprit, et elle est évidemment très exigeante. Elle exige des engagements très larges, des communautés de travail très ouvertes, et puis je dirais des oreilles aussi très attentives à toutes les critiques constructives. Deuxième obstacle fondamental, ça c'est un obstacle de sens. C'est, pour être terminé sur une note un peu légère, c'est le syndrome de la rame de métro à l'heure de pointe. Je suis né à Strasbourg, il y a longtemps. Enfin, je suis né ici, mais je travaille à Paris. Donc je prends mes images là-bas. Voilà. Et à Paris, aux heures de pointe, le parcours de vie, il est souterrain. Bon, enfin, pour beaucoup de gens. Et alors, quand arrive le wagon complètement blindé, la personne sur le quai, elle revendique sa liberté fondamentale de monter dedans. D'ailleurs, les autres sont bien obligés de lui faire une place. Et si elle est handicapée, elle a non seulement son droit fondamental de monter, conforme au droit commun pour tous, mais il s'y ajoute un droit social particulier, une mesure de compensation de son handicap, qu'on doit en principe se lever pour lui laisser une des 4 places réservées dans le wagon. Bon, donc les portes se referment avec peine, surtout depuis le début du mois de décembre. Bon. Mais bon, la personne est montée, les libertés fondamentales ont été respectées, les droits sociaux aussi. On a fait le wagon bondé inclusif. Sauf que dans le wagon bondé inclusif, tout le monde n'attend qu'une seule chose, c'est que son voisin descende, surtout s'il est handicapé et qu'il prend plus de place que les autres. Et on se dit, s'il prenait un service de transport spécialisé pour aller dans un établissement spécialisé, au lieu d'y aller travailler comme tout le monde, en prenant le métro comme tout le monde, ça arrangerait. Et cette métaphore, un peu triviale, hein, mais elle marche, croyez-moi, pour tous les domaines en tension. Et ils sont nombreux, les domaines en tension, dans l'emploi, dans la santé, dans l'hébergement, dans le logement social, etc., etc. Et donc il y a un enjeu énorme, pour faire un vrai territoire inclusif, à travailler à ce que la présence des autres, les différents, les handicapés, les travailleurs moins productifs, les élèves qui sollicitent beaucoup plus d'énergie et de temps que les autres, bon, ne soit pas vécu comme un fardeau. Il n'y a pas de territoire durablement 100% inclusif sans cette prise de conscience. Cette prise de conscience que, j'allais dire pour faire formule, le handicap, c'est un drame pour celui qui le vit, mais la personne handicapée est une chance pour l'entourage qui la côtoie. Et ça, c'est pas simple. C'est pas simple, parce que l'apport en réciprocité d'une personne qui vit avec un handicap, c'est très fréquemment voilé par toute une série de préjugés, toute une série d'a priori. J'ai un ami en fauteuil qui a démissionné, et il a très bien fait, d'un groupe de lecteurs qui était organisé par sa bibliothèque municipale. C'est un exemple que je prends souvent, mais il m'a frappé quand il a compris que si on lui demandait de faire partie de ce groupe de lecteurs, c'était pour donner un avis sur les livres qui portaient sur le handicap. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que... Donc, les préjugés. Et puis, il y a aussi le fait que c'est un apport qui... Alors, ça dépend des natures de handicap, mais qu'il faut savoir entendre dans ce qu'il a de particulier, de différent. Une certaine exemplarité dans la manière d'affronter le quotidien, une très grande spontanéité, une très grande liberté dans la parole, une très grande authenticité dans la relation. Enfin, voilà, toutes ces petites choses très très subtiles, mais qui irriguent les relations humaines. Donc il faut être attentif. Mais c'est la clé de voûte. Alors, je ne sais pas comment on peut faire pour y arriver collectivement. J'ai pas de doute,
je me tourne de nouveau vers le département qui m'invite aujourd'hui. Je n'ai pas de doute qu'il s'agit d'un projet politique au sens fort du terme. Et je ne sais pas du coup comment on peut le conduire, mais je sais comment on peut résumer. Et alors je vous ai infligé beaucoup de formules, je vous promets c'est la dernière. Comment on peut résumer l'attitude qu'il faut avoir dans ce genre de... Enfin, l'attitude dans laquelle on doit se placer. Vous connaissez tous le slogan « Rien pour nous sans nous hein », le célèbre « Nothing for us without us ». Bon. Et c'est ce que disent... Enfin, c'est ce que portent les personnes en situation de handicap, pas seulement d'ailleurs dans le champ du handicap, hein, c'est très large cette formule, mais pour exprimer le droit à la codécision dans tout ce qui nous concerne. Il faudrait qu'au fond la société puisse, pour ce qui la concerne, répondre ou dire aux personnes en situation de handicap, rien pour nous, société ordinaire, sans votre participation à vous, personnes en situation de handicap. Nothing for us without you. Rien pour nous sans vous. Voilà. Je vous remercie. Voilà, alors je ne sais pas, oui, je laisse aux organisateurs le soin d'animer le temps dont on dispose maintenant. Merci beaucoup. Nous passons aux questions jusqu'à... Voilà, nous avons une bonne demi-heure pour les échanges. Alors, des micros sont en circulation. Mon Dieu, je vous ai assommé, là. Ou peut-être la première question est toujours la plus difficile. Ça peut d'ailleurs ne pas être une question. Moi, je pense que l'intérêt aussi de la diversité de ce que vous représentez, ça peut aussi être des témoignages ou des illustrations qui vont dans le sens ou au contraire qui pourraient contredire ce que je vous ai dit. Ça peut être aussi une manière d'échanger entre nous. Bonjour. Au vu de... Peut-être... Il faut que je me présente, c'est ça. Donc Yves Grandier, directeur général de l'association Travail Espérance. Sur ce que vous avez pu dire, je reste particulièrement interrogatif sur l'inertie de la formation des professionnels dans leur globalité, dans cette inscription à la réponse accompagnée pour tous et cette logique de parcours. Et donc aussi l'aspect économique du financement nécessaire à cette formation. On prend plus. Pour réagir, enfin, je ne sais pas si ça s'appelle une relation. Je n'ai pas effectivement parlé de ces questions de formation. On pourrait faire de longs développements là-dessus. Vous avez raison de dire que c'est une des clés. C'est-à-dire que le changement de culture, c'est pas simplement des changements de concepts ou de termes ou de mots. Hein. Il y a ensuite une autre posture à trouver, des savoir-faire nouveaux, l'autonomie. D'abord, ça suppose. Bon, il faut difficile d'improviser comme ça une réponse sur un sujet aussi vaste, mais j'ai deux clés, je crois, deux clés parmi beaucoup d'autres. La première, c'est que dans une logique de parcours, donc, qui est une des deux logiques que j'exprimais tout à l'heure, mais on pourrait aussi dire qu'il y a des enjeux de formation pour l'autre logique, celle du respect des libertés fondamentales. Mais dans la logique de parcours, une des clés, c'est effectivement de pouvoir trouver les termes d'un partage de compétences et de connaissances avec des secteurs qui ne sont pas le vôtre. Autrement dit, avec le secteur sanitaire, pédopsychiatrie, quand on est établissement, le secteur social. Enfin, il y a des enjeux de passage de relais, de connaissances, de compétences, de savoir se parler et se respecter, et se reconnaître dans la compétence
que l'autre a qui sont fondamentaux. Et ça, du coup, ça déborde la seule question de la formation. Ça suppose aussi des formes de reconnaissance professionnelle mutuelle, qui sont, voilà. Mais ça peut donner quelques pistes sur la façon d'envisager des formations. Moi, je ne crois pas aux formations en silo. Les formations thématiques, elles doivent brasser des professionnels issus de différentes origines, de différentes formations, et aussi, alors il faut l'ajuster au cas par cas, mais des personnes en situation de handicap et des personnes placées en position d'accompagnement. Enfin, voilà. Il faut un des enjeux de la formation, si on développe des logiques de parcours, c'est des formations croisées interprofessionnelles, qui sont d'ailleurs non seulement des lieux d'apprentissage, mais aussi des lieux de prise de connaissance de l'autre. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on découvre comment il fonctionne, comment il parle, de quoi il a besoin. Donc ça, c'est un premier enjeu. Il y a un deuxième enjeu qui est, là encore, c'est des enjeux de globalité. Je ne crois pas, Jean-René Loubat en parlerait bien mieux que moi, puisqu'il peut voilà, il y a des fonctions d'accompagnement des équipes. Je ne crois pas à des formations qui segmenteraient. Vous êtes un professionnel, vous êtes aide-soignant, AMP, EduxP dans un établissement. Vous allez vous former, vous. Bon, il faut que l'établissement trouve moyen de vous remplacer. Là, je passe sur les aspects financiers. Bref, mais vous allez vous former, vous. Et puis vous revenez dans une équipe qui n'a pas changé. Votre formation, vous en faites quoi? Donc si on ne change pas, voilà, c'est l'établissement et en situation, parce qu'on vous forme, vous, enfin, là aussi, vous en avez suivi des formations, vous êtes dans une salle avec voilà, un tableau blanc, et ensuite on revient dans son établissement, la réalité ne ressemble pas du tout à celle qu'on vous a expliquée. Comment est-ce que concrètement, in situ, je mets en œuvre les principes qu'on m'a... Voilà, qui m'ont parlé, qui ont déplacé la manière de voir mon métier, mais qui m'ont pas forcément donné les clés pour le faire concrètement quand je reviens. Et donc là aussi, il y a des enjeux de formation, non seulement sur place, mais des équipes dans leur globalité. Et je trouve d'ailleurs que les aides à la formation devraient intégrer davantage ce critère-là. Bon, mais là aussi, ça peut nous emmener très loin. Mais effectivement, vous avez raison, il y a de très grands sujets autour de la formation. Bonjour, Julien Tremuller, designer social indépendant. Je me posais simplement la question, parce que vous abordez la question justement des aides-soignants et des AMP sur le terrain. Et cette question de la formation que vous disiez vous-même n'est pas trop abordée, alors qu'elle est au cœur quand même du sujet, puisque sans personnes formées, sans personnel formé, comment répondre à des besoins? Mais qu'est-ce qu'on fait des managers qui, eux, sont souvent isolés par rapport aux décisions qu'il faut qu'ils prennent dans leur service en direct, comment on s'occupe d'eux, et comment on permet également aussi de travailler la question du transfert et du contre-transfert par rapport à la projection de nos propres envies en tant que professionnels, de ce qu'on pense que l'autre a besoin, sachant que déjà, dans la diversité des personnes qu'on connaît, une qualité de vie pour l'un n'est pas une qualité de vie pour l'autre. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire une qualité de vie? Est-ce que ça veut dire être dans un appartement? Est-ce que ça veut dire être dans un van aménagé? Est-ce que ça veut dire être dans une maison à la campagne? Voilà. Qu'est-ce qu'on entend dans votre rapport par qualité de vie? Parce que moi, en tant que professionnel, je vais estimer que peut-être que la qualité de vie, c'est quelque chose de très construit, une construction sociale, basée sur des stéréotypes, alors que finalement, il y aurait peut-être autre chose à faire pour la personne qui aspire peut-être... à des choses auxquelles on n'a pas forcément l'habitude de penser. Merci. Il y a deux questions dans votre remarque. Là, pour le premier point, vous avez raison. Il y a, voilà, le niveau managérial, le niveau managérial presque intermédiaire, chef de service, c'est tout à fait essentiel. Il y a le personnel de direction, c'est une affaire, mais je crois, vous avez raison de dire que dans la formation, il y a cet échelon-là qui est assez décisif. Je ne développe pas parce qu'en fait c'était plutôt attirer l'attention sur ce point et vous avez raison de le faire. Alors l'autre question, on est toujours là je ne vous parle pas d'un rapport de 2014, aujourd'hui le sujet n'est plus là. D'ailleurs le but du rapport de 2014 il était de mettre en branle une dynamique qui ensuite a sa propre vie.
La preuve ici, bon, ça fait 3 ans que la réponse accompagnée pour tous chemine, et voilà, il ne s'agit pas de revenir au contenu propre d'un rapport. En revanche, alors on est toujours entre 2 rapports. Il y a une autre réflexion qui a été conduite, j'en ai pas parlé là aujourd'hui. Je vous invite à y aller, enfin, à retourner sur les documents si ça vous intéresse, qui a été conduite par une commission qui est nationale, qui est une 40aine de personnes, donc c'est pas une réflexion en chambre, sur les conditions de la bientraitance et de la maltraitance. Et vous allez voir qu'il y a un vrai lien, pas évident comme ça, mais avec ce que vous avez dit ensuite sur qu'est-ce que c'est qu'écouter la personne dans ce qu'elle attend en termes de qualité de vie. C'est un rapport d'une commission conjointe entre le Conseil national consultatif des personnes handicapées, le Haut Conseil de l'enfance et de la famille et de l'âge, autrement dit personnes âgées et personnes handicapées. Et il se trouve que je le connais parce que j'y ai un peu contribué. Et une des questions qui s'y pose et qui est traitée, mais du coup je ne vais pas la traiter comme ça, ça prendrait du temps devant vous, mais à laquelle votre intervention me fait penser, c'est que effectivement, une des clés de la bientraitance, ou de la non-maltraitance, il ne faut pas dissocier les deux, c'est d'être à l'écoute des aspirations, des attentes de la personne. C'est ça, être bien traitant, fondamentalement. Or, ça n'est pas évident. Voilà. Il ne suffit pas de dire « je vais écouter ce que veut la personne ». C'est clair, vous avez raison de dire que une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit en réalité. Enfin, on s'est mis dans la bonne posture, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que l'expression même de ce qu'on attend est un sujet qui doit être accompagné. Autrement dit, je ne peux pas dire « je vais vous accompagner en faisant ce que vous souhaitez ». C'est « je vais vous accompagner pour vous aider à cheminer vers… » Bon. Et ça suppose aussi des démarches qui ne sont pas simplement des questionnaires. Bon, on n'est pas dans l'ordre de que voulez-vous faire, que souhaitez-vous. Hein. C'est toute une progression, une proximité aussi, une capacité pluridisciplinaire d'entendre des choses que, selon la compétence qu'on a, on n'entendra pas la même chose, on ne verra pas la même chose. Donc écouter, être à l'écoute des attentes d'une personne, c'est en soi une démarche complexe. Et alors là, on est plutôt, vous voyez, sur le terrain que j'évoquais tout à l'heure, qui est la transformation de l'offre avec des dimensions de formation au regard de l'expression des droits fondamentaux, au regard de l'aspiration de chacun à avoir la vie personnelle de la plus grande qualité possible. Il ne suffit pas de se pencher et de dire alors qu'est-ce que vous voulez. C'est en soi un projet d'accompagnement d'une personne que lui permettre de cheminer et d'accéder à ce qu'au fond elle souhaite vraiment. Bon. Alors j'ai conscience que en vous disant ça, je n'apporte pas de réponse toute faite. Mais justement, je voulais attirer l'attention sur le fait qu'il faut accepter que c'est en soi un projet qui, là aussi, une fois de plus, met en jeu une équipe pluridisciplinaire, la personne elle-même, ceux qui la connaissent bien dans son entourage. Bonjour, ici. Je suis Axel Clément, je suis coordinatrice de logement à la RASC. Je voulais déjà effectivement rebondir sur la question du paradoxe quand on disait la personne qui est en situation de handicap et qui ne souhaite pas qu'on la traite comme une personne handicapée. Nous, c'est quelque chose qu'on voit au quotidien. Par exemple, la personne qui se dit « moi, je voudrais qu'on s'occupe de moi dans les services extérieurs, etc., avec mon handicap et mes difficultés. Par contre, quand je suis à mon domicile, je ne veux pas de matériel qui me rappelle mon handicap. » C'est un des paradoxes qui peut exister. Donc ça, c'était juste une remarque qui allait effectivement dans le sens que vous avez dit. Après, j'avais quand même un questionnement sur la question de l'accès aux loisirs, du sport, où on parlait de former les personnes. Mais là aussi, ok, former les personnes, mais il y a tellement de handicaps différents entre la prise en charge d'une personne qui va avoir un handicap mental, qui va avoir un handicap psychique, qui va avoir un handicap physique. Oui, on peut ouvrir, mais ou bien après vous formez les gens et ça redevient une spécificité d'un club ou d'une association, et on se retrouve à nouveau avec cette question de
de centres un peu spécialisés où la personne va se dire alors, je vais là parce que je suis comme ça, mais je vais pas là parce que c'est pour tout le monde. Je ne serais pas étonné d'ailleurs qu'il y ait peut-être dans la salle des gens qui ont ce type d'expérience et qui du coup répondraient même mieux que moi. Alors, comment dire l'enjeu, au fond, c'est de se dire que un établissement a tout à gagner, à mobiliser sans pouvoir les y contraindre. Alors c'est là tout l'enjeu, c'est que s'il se trouve face à un environnement associatif, culturel, etc., qui est fermé, bloqué, réticent, il ne pourra pas, on peut pas arriver à transformer le regard. Donc il faut quand même qu'il y ait une étincelle de quelque chose, peut être un peu suscité d'ailleurs, sollicité, lorsque ce sont des structures publiques par une volonté politique d'un élu. Mais bon, je pars quand même de l'idée qu'il faut pouvoir saisir des désirs de faire, des envies d'agir qu'on observe, qu'on peut observer dans l'environnement proche, parce qu'il ne s'agit pas forcément d'installer, de s'ouvrir tout de suite à l'ensemble du territoire, dans l'environnement géographiquement proche d'une structure médico-sociale. Et des exemples, là encore, de clubs de danse, de clubs de sport, de loisirs, d'écoles voisines, qui, à un moment donné, manifestent quelque chose. Bon. Est-ce qu'on est capable de les saisir ? Et ce qui est sûr, c'est que quand on les saisit, il y a la nécessité d'un accompagnement de ces environnements qui sont prêts à faire quelque chose, mais qui sont très embarrassés. Je vais illustrer ça par des exemples que j'ai eus d'ITEP, je ne sais pas s'il y en a ici, mais qui évidemment, oui, se rendent très vite compte que dès qu'il y a une insertion en milieu ordinaire, notamment scolaire, on peut accompagner le jeune. Enfin, si on n'accompagne pas les camarades de classe dans la cour de récré, ça ne sert à rien. Il y a un discours à avoir à l'égard des autres parents d'élèves, à l'égard des camarades de classe, pour que leur réaction, pour qu'ils puissent avoir les clés de compréhension du comportement du jeune. Et donc, on ne peut pas se contenter d'accompagner simplement. Il faut accompagner la personne, le jeune, l'ado, mais il y a aussi à construire quelque chose avec ceux qui seront au quotidien avec lui, et qui, s'ils ne sont pas simplement éclairés et informés, vont se tromper dans la manière d'interpréter son comportement, dans la façon qu'il a d'interagir avec lui, et donc on ira à l'échec. Donc je dis simplement, c'est autour d'une construction qui se fait par tâches successives. On ne va pas faire descendre d'en haut sur l'ensemble du secteur sportif, culturel, une obligation d'accueil. C'est par capillarité progressive. Je crois qu'il y a vraiment une invitation qui doit être faite à ce type d'ouverture. Ça suppose que l'établissement lui-même ou d'autres, parce que on n'a pas forcément les ressources, les moyens, la capacité d'offrir ce type de formation et de compétences, mais qu'on puisse faire appel à ce type de ressources. Et je trouve que la réflexion est encore un peu trop balbutiante, pas structurée. Il se fait des choses, mais ça n'est pas constitué. Et puis surtout, quand ça se fait dans l'épaisseur des marges budgétaires, quoi. Enfin, c'est rarement identifié comme tel dans les budgets des structures qui le font. Voilà, c'était ça le sens de ma remarque. C'est l'accompagnement d'initiatives qui doivent évidemment naître autour d'une situation particulière. Marie-Jeanne Bronstein, je suis de l'association CISI, Collectif pour l'inclusion scolaire et professionnelle, elle-même membre de la FNASEP, qui vous dit peut-être quelque chose. Donc j'apporte un point de vue des familles. Je sais bien que ici, on est dans milieu de majorité de professionnels et que la journée est peut-être spécialement ciblée vers eux, mais je pense que le voix des familles est importante aussi. Quand on parle de la transformation de l'offre, du point de vue des familles, on a l'impression qu'on reste quand même beaucoup dans l'incantation. C'est-à-dire, on incite, on propose, on encourage, etc. Il
faudrait peut-être passer à un niveau supérieur, comme on l'a fait pour l'inclusion scolaire, c'est-à-dire rendre obligatoire un projet d'ouverture vers la société, le milieu ordinaire, rendre obligatoire un projet d'inclusion ou d'ouverture dans un projet d'établissement, un volet, puisque, comme vous dites vous-même, souvent il se réduit à quelques lignes ou une mince feuille de papier à cigarette. On attend beaucoup depuis 2014, mais est-ce que ça bouge vraiment? On ne sait pas trop. Peut-être vis-à-vis des établissements, deux choses à développer, qu'ils incluent davantage la compétence des familles ou de l'entourage, comme disait Marie-Sophie Dessau, la compétence d'usage ou de vie, ou ça a différentes appellations, qui sont, à mon avis, largement insuffisamment prises en compte, parce qu'après tout, les familles sont celles qui connaissent souvent le mieux la personne handicapée, enfin, en tout cas le jeune handicapé, et puisqu'ils cohabitent avec elle depuis toujours, si je puis dire. Donc si elles ont une compétence, autant la prendre en compte, d'une part, et d'autre part, développer l'information. On en a parlé, mais on peut redire entre les différents systèmes. Par exemple, combien des AT connaissent le dispositif d'emploi accompagné? Je vois qu'il y a un jeune qui va témoigner là cet après-midi et qui en bénéficie. J'ai constaté une large méconnaissance. C'est juste pour prendre un exemple en compte. Donc il y a des choses qui existent. Comment le maillage se fait, l'information entre les différents dispositifs, entre les différents ESMS, de ce qui se passe ailleurs, pour simplement se mettre en relation, en réseau, et pouvoir en faire profiter les uns de la compétence des autres. Donc avant de se lancer peut-être dans les grandes formations qui sont peut-être coûteuses en énergie, en moyens, en financement, peut-être simplement se mettre en synergie, ça serait peut-être pas mal. Surtout au niveau du territoire, c'est quand même plus facile que de le faire au niveau national. Même si le Bas-Rhin fait beaucoup d'efforts en ce sens, je le reconnais bien sûr. Merci. On va très souvent tourner autour de ce que vous venez de dire, madame, à savoir, mais qui était dit tout à l'heure aussi, c'est qu'il faut être... L'enjeu, c'est d'écouter la personne. Le jeune lui-même, l'ado lui-même. Mais pour l'écouter, je reviens à la remarque que je faisais en réponse à la remarque faite au fond de la salle tout à l'heure. En réalité, il faut, ça se construit cette écoute. C'est pas, voilà, il ne s'agit pas de tendre un questionnaire justement. Surtout lorsque la déficience est intellectuelle ou psychique. Bon. Mais même une personne, même lorsqu'elle a toutes ses capacités intellectuelles, est en capacité de se projeter sur des éléments de projet de vie, comme on dit, enfin des projets dans la vie. Je préfère ça. Voilà, on a besoin d'être accompagné, mais nous aussi, on a besoin. Enfin, bon, on sait qu'on est en une période de transition professionnelle, on fait un bilan de compétences, voilà, on a besoin d'être accompagné pour savoir ce qu'on pourrait faire, qu'on n'avait jamais pensé qu'on pourrait faire. Bon. Donc ça s'accompagne, une expression de personne. Donc, il faut toujours rester sur cette idée qu'il ne s'agit pas de parler à la place des gens. Bon. Bon. En revanche, il faut être nombreux pour accompagner sa parole à elle. Parce que c'est compliqué quelquefois de s'exprimer. Ben, quand on est des personnes non verbales ou qui ont des déficiences intellectuelles, être à l'écoute, c'est pas une personne qui va parler à sa place. Bon. Mais en revanche, si on n'écoute pas l'entourage proche, si on n'écoute pas les professionnels qui interviennent auprès d'elle, c'est des réalités qui se vivent, qui peuvent se vivre dans une CDAPH. Qui est-ce qu'on écoute avant de parler de l'orientation ou des besoins de la personne? C'est des réalités qui se vivent quand vous arrivez à l'hôpital avec une personne handicapée. Est-ce que l'équipe soignante écoute ceux qui l'accompagnent, écoute les professionnels de l'établissement qui l'accompagnent pour être... voilà. Et donc, c'est question d'écoute de ceux qui connaissent la personne, mais pour être à l'écoute de la personne. Hein, pas pour être à l'écoute de ceux qui parlent à sa place. C'est très important. C'est très important. Et là encore, c'est au cœur de ce que signifie le respect des libertés fondamentales. Voilà. Et ça, c'est un champ de réflexion qui ne peut pas se structurer à l'intérieur seulement d'un établissement. Ça fait partie, parce que précisément, ça ne concerne pas simplement les équipes de l'établissement médico-social.
Donc, dans une démarche de territoire 100% inclusif, je pense que la capacité de faire circuler l'information entre les professionnels, l'entourage, les professionnels du quotidien, les professionnels qui interviennent ponctuellement, comme des équipes hospitalières, et l'entourage de vie, c'est une des clés d'un projet d'inclusion territoriale. Bonjour, je suis là, je suis à droite, je suis tout à droite. Non, mais oui, ça. C'est par là, cette droite-là. Oui. Non, mais oui. Les micros font que le son donne l'impression de venir. Je comprends. Si j'ai déjà été à votre place, je trouve ça très compliqué aussi. Antoine Roy, je suis directeur d'établissement à Saverne. Peut-être déjà juste à rebondir un petit peu sur cette question de la place de chacun. C'est vrai que l'enjeu fondamental quand on travaille dans les structures, c'est de se dire oui, quelle place à chaque intervenant et quelle place à chaque proche, y compris la famille, mais du coup, comment est-ce qu'on permet à la personne accompagnée de choisir la place de chacun, parce que c'est quand même un des gros enjeux dans les projets personnalisés pour des adultes. Quelle place pour mes parents? Est-ce que j'ai envie qu'ils soient présents? Comment j'ai envie qu'ils soient présents? Comment j'ai envie qu'ils puissent contribuer ou pas, avec toutes les difficultés d'expression qu'ils ont? Ça, c'était juste pour rebondir sur la question précédente. Ce que je souhaitais dire en premier, c'est quand même que l'inclusion... elle est plus facile maintenant qu'avant, et du fait de l'évolution de la société civile, on est quand même de plus en plus sollicité par les collectivités territoriales, par les associations, et pas forcément dans un objet de faire affichage ou de garantir la présence d'une personne handicapée, mais vraiment par souci éthique et philosophique d'associations de quartier qui viennent nous voir en disant mais votre établissement fait partie du quartier, les gens qui y sont y habitent, voilà, nous on fait ça, est-ce que vous pouvez y participer? Et c'est très très facilitant. Alors je ne fais que constater le mouvement, je n'ai pas la prétention de dire à quoi il est dû, mais j'ai quand même l'impression que les obligations légales dans le domaine de l'éducation ont porté leur rôle ailleurs. Il y a un effet dans la société qui est manifeste. Et peut-être aussi un petit questionnement là très humble et personnel, c'est que j'ai été frappé par quelque chose qui m'a semblé être une contradiction de la part du gouvernement, c'est de dire qu'avant on avait 100% de logements qui devaient être accessibles, avec quelque chose qui devait être assuré au niveau des promoteurs, et en 2018 nos députés ont voté la réduction à 10% de logements accessibles, en disant que c'était évolutif. Mais il me semble que ce coût de l'évolution n'est pas porté par les promoteurs, hein, mais bel et bien par peut-être même les collectivités territoriales. Hein, ça va être une compétence du département. Donc voilà une forme d'étonnement et d'impression d'incohérence à certains endroits qui me chiffonne. Mais peut-être que vous avez d'autres explications, je ne sais pas. Alors, non, au fond, cet exemple de l'accessibilité, je ne vais pas revenir là-dessus, et puis je ne suis pas ici pour commenter, voilà, effectivement, une décision parlementaire. Bon, chacun en tant que citoyen peut ensuite avoir son opinion, mais ce n'est pas le but de notre échange ici. Non, mais ce que vous dites rejoint l'idée qu'on ne peut pas espérer qu'un établissement, qu'une structure médico-sociale ait un projet, comme le disait madame, faut-il le rendre obligatoire, enfin, de toute façon il faut que le projet soit porté par l'équipe, mais est un projet d'ouverture vers l'extérieur si l'extérieur n'est pas accueillant, et voilà. Bon. Donc il faut arriver à travailler les deux. On peut pas demander de sortir des murs si qu'une fois qu'on sort des murs on tombe sur des herses, quoi. Donc et vous avez raison de dire que des choses bougent. Bon. Des choses bougent et qu'on peut les aider à bouger. Voilà. Moi, je pense que c'est surtout cet élément-là qui me semble décisif, c'est qu'il faut que les politiques du handicap, on ne peut pas se contenter simplement de dire transformation de l'offre, si on n'explique pas comment on agit en même temps sur la politique du logement, sur la politique des transports, sur la politique sport, enfin, de la vie associative, culturelle et sportive, pour faire en sorte que lorsque l'offre se transforme, elle rencontre en face d'elle suffisamment, pas forcément partout, mais suffisamment de lieux accueillants, bienveillants, prêts à faire, prêts à essayer. Bon. Voilà. Et donc, ce que vous dites rejoint ce sur quoi je voulais aussi attirer votre attention ce matin, qui d'une certaine façon ne s'adresse pas à vous, voilà, ne s'adresse pas tellement à ceux qui sont dans cette salle. Mais voilà, ça peut être porté sur un plan politique, et on voit que, comment dire, les conditions du succès de la transformation du champ médico-social ne sont pas seulement dans le champ médico-social. Voilà.
C'est ça ce que ça veut dire. Hein. Mais je dirais, c'est vrai de beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Je trouve que j'ai pas mal travaillé dans le champ de la santé et voilà, on peut dire aussi que l'hôpital va mal, voilà, les équipes sont sous tension, il voit arriver des cas, des personnes très âgées qui n'ont pas simplement la maladie pour laquelle elles sont rentrées, mais qui ont en plus des tas d'autres trucs. Bon. Mais on peut se dire qu'une partie de la solution du problème de l'hôpital, elle est dans qu'est-ce qu'on met en amont, qu'est-ce qu'on met en aval, comment est-ce qu'on fait en sorte que voilà, les familles puissent récupérer, voilà, lorsque la personne a été traitée pour son problème orthopédique, elle puisse rentrer chez elle facilement, etc., etc. Et donc on voit que la solution du problème de l'hôpital n'est pas seulement dans l'hôpital, pas seulement. Voilà. Et ben, pour le champ médico-social, la transformation de l'offre médico-sociale n'est pas seulement dans le médico-social. On a une question par ici, ce sera la dernière si ça vous convient, pour qu'on puisse avancer sur notre programme qui est assez dense aujourd'hui. Merci. Bonjour Monsieur Pifteau, merci pour vos interventions. J'aurais presque une question à vous demander. Un parcours non inclusif, ça existe? Parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on est surtout dans le champ des établissements. Là. On est très nombreux à être... Moi, je suis administrateur dans les établissements. J'ai mon fils qui est dans un foyer d'accueil spécialisé. Et j'ai l'impression qu'il part tous les jours dehors. Il est dehors et les éducateurs l'accompagnent. Et je pense que l'éducateur a un rôle là de sensibilisation de ce milieu extérieur, quoi. Et je me dis, on est dans des établissements ouverts, qui s'ouvrent. J'appelais ça dans un des articles un peu, j'appelais ça l'institution inclusive, d'une certaine manière. Et effectivement, est-ce que, donc à l'inverse, est-ce qu'on pourrait définir quelque chose qui serait un parcours non inclusif? Selon vous, ça serait quoi? Ou est-ce que ça n'a pas de sens? Ce qui est possible aussi. Merci. Si vous me demandez d'imaginer comment est-ce qu'on peut brosser le portrait du pire, la compétition est ouverte. On a tous des en tête d'expérience, des enchaînements qui se sont révélés humiliants, calamiteux, voilà, ou même des situations de vie aujourd'hui qui sont extrêmement, voilà, qui pourraient répondre à l'idée. Mon parcours de vie, on en a tous un parcours de vie. Vous l'avez forcément, le parcours, tout le monde l'a. Donc mon parcours me met à l'écart de ce à quoi je devrais légitimement avoir accès. Bon. Donc oui, bien sûr, des parcours de vie qui maintiennent les personnes à l'écart, ça existe. J'y insiste, parcours, c'est pas qu'on a un parcours, c'est que ceux qui sont autour de vous, qui vous environnent, des pairs qui ont le même handicap que vous, des familles, des professionnels, des administrations, prennent en compte tout votre chemin pour ce qu'ils ont à faire. Ils ne se contentent pas d'être le guichet qui, à un moment donné, ils sont capables de percevoir les conséquences de ce qu'ils vont faire sur la globalité de votre situation de vie. Et donc, je pense donc en clair, assez naturellement, le parcours, il a peu de chances d'être inclusif quand on est vulnérable. De cette façon, ce que vous décrivez là, c'est peut-être même le cas le plus fréquent si on ne se mobilise pas, si on n'est pas capable, à plusieurs, de faire en sorte que la personne ait accès à des tas de choses auxquelles elle n'aura pas spontanément accès. Bon. Donc, oui, non seulement ça existe, mais c'est précisément un peu la situation qui survient lorsque rien ne se met en place. Et j'insiste, inclusif, et c'est pour ça vraiment que j'aime pas du tout ce mot. Bon, maintenant je peux le dire.
il ne s'agit pas de s'inclure, comme de rentrer dans quelque chose qui nous serait extérieur, quoi. Zut, je veux dire. On a tous, ou alors on a tous besoin d'une société inclusive, donc la société inclusive c'est nous, donc on est inclus dans le truc dans lequel on veut s'inclure. Enfin, tout ça est complètement circulaire. Bon. Donc l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun ait accès à la vie personnelle et relationnelle la plus dense possible, et quand on est vulnérable, qu'est-ce qu'on met en place comme accompagnement pour ça? Voilà. Bon. Et on voit que pour des personnes en situation complexe, et pas simplement dans le champ du handicap, pour des personnes en situation complexe, il va falloir adopter une logique de parcours. Voilà. On ne pourra pas se contenter d'attendre qu'elles viennent frapper à un guichet. Et voilà. Donc l'idée, c'est, pour pouvoir être, avec plein de guillemets, inclusif, il faut entrer dans une logique de parcours. Voilà. C'est comme ça que je vous répondrai. Merci.